Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Les relations déjà tendues entre l'Occident et la Russie se sont encore envenimées cette semaine. Sans l'ombre d'un doute, assurent les autorités allemandes, l'opposant russe Alexeï Navalny a été empoisonné par un gaz neurotoxique d'origine soviétique. Les tests menés par un laboratoire militaire confirment le diagnostic évoqué quelques jours plus tôt par les médecins de l'hôpital de la Charité à Berlin. La chancelière allemande, qui pèse profondément ses mots, a adopté un ton plus ferme à l'encontre de Moscou. Alexeï Navalny a été la victime d'un crime pour être réduit au silence, a-t-elle affirmé. Des questions sont posées sur cette tentative de meurtre et seule la Russie peut et doit apporter des réponses, assure la dirigeante. Mais le président russe reste jusqu'à maintenant droit dans ses bottes. L'influence qu'aurait pu avoir la chancelière sur Vladimir Poutine semble s'être évanouie. Malgré la longévité politique d'Angela Merkel, la fin de son mandat l'année prochaine semble encourager plus encore le président russe à ignorer les appels de Berlin. La confiance de l'Occident en Vladimir Poutine est proche de zéro. C'est exactement la même chose concernant les annonces de la Russie à propos du coronavirus et de l'élaboration d'un vaccin national. De nombreux spécialistes ne cachent pas leur scepticisme et s'interrogent sur l'efficacité et la sécurité de ce produit. Cet épisode illustre une tendance inquiétante. Lorsqu'il s'agit du développement d'un vaccin, il n'y a plus de coopération internationale. C'est au contraire le chacun pour soi. Vladimir Poutine le fait, Donald Trump le fait, tout comme la Chine. Au moins, l'Union européenne essaye d'être plus ouverte. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé cette semaine une contribution à l'initiative lancée par l'Organisation mondiale de la santé afin de garantir l'accès du futur vaccin à l'ensemble de la planète, y compris aux pays les plus pauvres. Aucun pays, aucun continent ne peut battre seul le coronavirus. Nous devons joindre nos forces car une chose est certaine, personne ne sera en sécurité, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, tant que tout le monde ne sera pas en sécurité. Il nous faut une solidarité mondiale. Retrouvons Thomas Boyki, directeur du programme santé au Conseil des relations internationales à Washington. Merci de répondre à nos questions. Actuellement, il n'y a aucun engagement international pour distribuer les prochains vaccins à travers le monde, et ce de façon coordonnée. Au contraire, on observe une approche très égoïste. Quelles peuvent être les conséquences de ce manque de coopération? Il y a 3 conséquences. La première, c'est un virus, bien sûr, qui ne connaît pas de frontières. Donc, si nous suivons une voie nationaliste sur le vaccin, cela sera limité à quelques pays. Nous ne serons pas en mesure de limiter la propagation. La seconde est économique. Tous les pays qui ont bien mené la bataille contre cette pandémie en ont subi les conséquences économiques. Comme nous sommes interconnectés, toutes nos économies sont interconnectées. La troisième conséquence est géopolitique. Si les pays riches stockent les vaccins et ne veulent pas partager, cela veut dire que les autres nations devront attendre, il y aura des conséquences et cela sera plus difficile de coopérer à l'avenir sur les grands dossiers internationaux. Vous dites que ce dysfonctionnement mondial pourrait étendre la pandémie? Absolument. Si une nation, disons la mienne par exemple, les États-Unis, cherche à vacciner tout le monde avant de vouloir partager, cela signifie que ces premières doses ne seront pas disponibles pour les travailleurs de santé ou les populations vulnérables dans d'autres pays. Personne ne sait si le premier vaccin va complètement fonctionner. Avec le temps, il faudra des efforts supplémentaires pour améliorer le produit. N'est-ce pas une incitation pour pousser les gouvernements à rassembler les ressources? Très bonne question. Absolument. Il y aura probablement plusieurs vaccins qui émergeront de ces efforts. Actuellement, il y a 8 essais cliniques à grande échelle. Les premiers vaccins ne seront pas les plus efficaces. Donc, si les États-Unis ou un pays européen ont accès à un vaccin prématurément, cela ne veut pas dire qu'ils auront accès au prochain vaccin plus efficace. Est-ce qu'il y a assez de temps pour inverser cette course nationaliste au vaccin, sachant que les premières doses sont attendues à partir de l'année prochaine?
Non, le temps presse, au moins pour les premiers vaccins. Si les pays veulent dédier leurs ressources à cela, c'est une option. S'il y a des conséquences néfastes à vouloir stocker les premiers vaccins, peut-être que des pays préféreront coopérer sur les vaccins suivants. Cela serait préférable et moins dangereux si nous pouvions coopérer le plus tôt possible. Thomas Boyki, merci d'avoir répondu à nos questions. La grande question est bien sûr si une pandémie qui a infecté des millions de personnes à travers le monde ne parvient pas à rapprocher les États, quel événement y parviendra? Passons à un autre sujet. Le procès des attentats terroristes en 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher s'est ouvert cette semaine à Paris. 12 personnes ont perdu la vie lors de l'attaque contre le journal satirique et 5 autres sont mortes lors de cette même vague d'attentats. Les assauts par des djihadistes ont traumatisé la France, mais ils ont aussi renforcé la détermination du pays à ne pas brader la liberté de la presse et d'autres libertés fondamentales. Voici les propos tenus par le président français Emmanuel Macron lors d'un déplacement au Liban. De là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Et donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une bonne semaine. Have a good week.